Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Basket Session Reverse. Jeudi, un nouveau CQFR. Shai, on va parler de Victor Wembanyama. C'est vrai que bon, voilà, c'est quand même c'est tout début, son premier Media Day, son premier camp d'entraînement, donc tout est sujet un peu à une information. Il y a eu pas mal de déclats de Victor Wembanyama ces derniers jours. Je propose qu'on revienne d'abord sur celle qui concerne son rôle en NBA. Ouais. Je viens de la fermer, je ne sais pas si tu l'as sous les yeux. Si, si, Au je l'ai, pire, je l'ai. après, je l'ai aussi, hein, mais voilà, notamment le message, grosso modo, c'est il ne se fixe, et les Spurs ne lui fixent aucune limite sur son rôle, sur son jeu en NBA. Bah, c'est ce qu'il voulait, tu sais, quand il. Même les entretiens avant même qu'on sache qu'il irait aux Spurs. Je repense en fait à l'entretien avec First Team que j'avais trouvé très bien, où il disait qu'il voulait pas qu'on lui impose. Enfin, mais que même depuis petit, on essayait un peu de lui imposer, enfin de le mettre dans un cadre parce que parce qu'il était grand. Il veut pouvoir défendre sur tous les types de joueurs, il veut pouvoir attaquer de différentes manières, pas seulement au poste, dans la peinture, comme tous les grands. Il reste dans cette démarche-là et je pense que c'est. Il y a eu des discussions avec les Spurs, ils sont totalement pour ça et en même temps ils vont lui offrir un cadre. Voilà, c'est quand même du basket aussi académique hein, avec Popovic, c'est aussi ce qui est intéressant. Donc ouais, bah, la déclare je l'ai si tu veux que je la lise, il n'y a pas de Ouais, souci. vas-y, allez, vas-y, vas-y, je te Donc laisse. il dit parfois je jouerai meneur comme Trey Jones, parfois pivot comme Zach Collins, parfois ailier comme Devin Vassell, il n'y a aucune limite. Sur de nombreuses séquences, ça dépendra de là où je me trouve. Je peux être le meneur ou l'ailier, ça n'a pas d'importance. Donc c'est. Alors, tu vois, c'est marrant parce qu'on parle de lui comme un joueur générationnel, qui va. J'entends même qui va révolutionner le basket. Alors c'est beaucoup de pression, hein, c'est beaucoup de qualificatifs qui sont lourds à porter. Il a l'air prêt à le faire, mais. Et donc c'est intéressant que même sur le plan tactique presque ou de la position, il envisage ça comme ça, quoi. Il semble prêt à vouloir incarner ce positionless basketball dont on parle beaucoup, qui est en partie déjà en vigueur en NBA et il a l'air de vouloir vraiment l'incarner complètement. Ouais, j'ai l'impression que il y a plusieurs trucs. Lui, il refuse de se laisser enfermer dans une case. Tu l'as dit très justement, ça fait déjà un moment maintenant. C'est vrai qu'en France, t'es grand, on a tendance à te mettre dessous, à faire une espèce de fixette sur toi. T'es petit, alors je généralise, hein, c'est Hmm. évidemment pas, ça dépend du niveau, ça dépend des formateurs, ça dépend des clubs, etc. Mais voilà, quand t'es plus petit en taille, on a tendance à vouloir te mettre meneur. Si t'es grand, on va pas te mettre meneur. Enfin, et puis bon, ça évolue avec le temps, évidemment, mais il y a un peu ce cliché. Lui, il se sent capable de tout faire, donc il veut tout essayer, et je pense notamment qu'il veut essayer de monter la balle. Et on sait que Kevin Hmm. Durant est une de ses idoles, voire son joueur préféré. Donc, il a envie de jouer comme Kevin Durant. Il a envie de pouvoir jouer des drives. Il a envie de pouvoir prendre des shoots. Et de toute façon, je pense qu'au début, ce qui est bien, c'est que les Spurs sont sur la même longueur d'onde. Donc, tant mieux qu'ils soient tombés à San Antonio sur ce côté-là. Je pense qu'au début, les Spurs n'ont pas de pression de résultat. Il y a volonté effectivement de le laisser, de lui donner carte blanche, de le laisser essayer. Après, on va pas se mentir, hein, il va jouer 4 ou pivot, que ce soit à côté de Zach Collins ou à côté de Jeremy Sohan. Il va pas jouer meneur titulaire. Voilà. On va pas avoir Victor Wembanyama qui, sur 10 matchs de suite, se retrouve à annoncer tous les systèmes. Ça n'arrivera pas. Mais sur des séquences, effectivement, sur des moments, pour l'instant, voilà, il dit qu'ils n'ont pas encore testé des line-up, mais il y a moyen que sur certaines séquences, ils se retrouvent à jouer 3 avec, je sais pas, par exemple, Collins et Sohan, voilà, ou sur un système, ben, s'il arrive et qu'il se retrouve à la place de l'ailier, ben, c'est lui qui va jouer le rôle de l'ailier, etc. Il n'y a pas de limite là-dessus, et tant mieux. Il aurait pu. Je repense à l'époque où Jason Kidd coachait les Bucks et où il avait testé Yanis en meneur. Il avait beaucoup fait jouer meneur même sur cette saison-là. Enfin, après, C'est pas la même taille quand même, c'est hein. pas la même taille, mais c'est déjà un truc qui paraissait un peu étonnant à l'époque et Mais c'était. c'est audacieux. Excuse-moi, je Ouais. trouvais que. Enfin, pour le coup, Yanis Meneur, c'était son poste en fait en Espagne, quoi. En NBA, il est arrivé Yanis avec ce poste-là. On a dit, c'est un meneur. C'était son poste à la draft, il y avait écrit point guard, tu vois. C'était un meneur en Espagne. Donc après t'as raison, hein, ça n'enlève rien au fait que Jason Kidd je veux dire, au début, c'est pas comme. Il a quand même testé Yanis comme ça. Mhm. Mais je trouverais, enfin, c'est encore une étape au-dessus, j'ai l'impression, Victor Wembanyama. C'est vraiment un mec qui a jamais joué meneur, qui a jamais été présenté comme meneur. Mhm. Euh, je sais que lui, voilà, il y a des fois, il va te dire, bah voilà, je peux.
monter la balle, être un meneur, c'est pas tout à fait la même Non, chose non, quand c'est même. clair. Et lui, oui, il va monter la balle par moment, ça, j'ai pas de doute. Mais il jouera pas. Enfin, par contre, il aura peut-être des pick and roll, effectivement, en tant que porteur de ballon, hein. Mais je pense que de toute façon, tout ça, c'est amené à. Faudra voir quelles sont, au final, ses vraies forces en NBA. Il peut potentiellement faire tout ça. Maintenant, quand il y aura une vraie pression défensive, un niveau d'intensité différent, c'est là où on verra vraiment ce qu'il est pour l'instant capable de faire ou ce qu'il est éventuellement capable de faire dans le futur. Euh, les points forts vont se dessiner, quoi. On va voir quels sont ses vrais atouts en fait en NBA. Moi, je suis curieux, justement, tu parlais de la défense sur lui, je suis curieux de voir comment les adversaires vont l'appréhender, quoi. C'est ça. Et s'il se retrouve en difficulté face à un mec, est-ce que Pop va. Ou alors qu'il agit pas comme Pop l'aimerait dans certaines situations, est-ce qu'il va lui faire du tough love et le sortir vite? Ouais. Est-ce que. Tu vois, t'as Draymond Green qui a déjà proposé des idées, tu vois, le côté de jouer très physique avec lui. C'est presque le truc qui m'intéresse le plus parce que je sais que. On a vu qu'il pouvait déjà faire ça au niveau professionnel déjà. Alors, Ouais. la Betclic Elite, c'est pas la NBA, mais il l'a déjà fait au niveau pro, donc il n'y a pas de mystère, il sait faire ces choses-là. Après, il a jamais joué face à un tel niveau ouais, d'intensité physique, face à des joueurs aussi forts tout court. Donc c'est ce qui m'intrigue aussi. Et cette capacité à tout faire qu'il a l'air de vouloir mettre en avant, même dès la première saison, ça m'intéresse justement, parce que c'est un risque aussi. Tu vois, il pourrait se dire, après, je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais tu vois, des joueurs très très attendus qui peuvent la jouer safe en s'appuyant sur leur force, en jouant que dans la Mm. raquette, tu vois. T'as raison, ouais. Et petit à petit développer, c'est un peu ça aussi, la progression logique, c'est que tu développes petit à petit le reste et tu t'appuies d'abord sur tes points forts pour assurer, quoi. Là, il a tellement de pression que c'est assez fou de se dire qu'il va peut-être tenter tout ce qu'il dit là et ça présente le risque de rater, de se faire critiquer. Et, tu vois, s'il y a des matchs où il dit non, non, mais les gars, je sais remonter la balle, je sais shooter, et qu'il finit avec 6 turnovers et 2 sur 8, 2 sur 10 à 3 points, ouais, Mais il y c'est aura des matchs grosse comme ça, hein. curiosité. Il y aura, bien sûr, bah, c'est immanquable, il y aura forcément ça, mais Mais t'as c'est raison. ce qui est intéressant. Ah, t'as raison. C'est vrai que j'avais pas vu ça sous cet angle et t'as raison. C'est quand même une sacrée prise de risque. Ça montre qu'il a pas peur. Mais j'entends souvent ce truc de jouer physique là, tu vois, de Draymond Green sort et il y a Hmm. beaucoup de gens aussi qui, voilà, de passionnés de basket qui vont dire la même chose parce qu'effectivement, Wembanyama il est longiligne. Mais mine de rien, je pense que ça va quand même être un mec pas facile pour les coachs adverses, quoi. Hmm. Dès sa première année. Parce que imaginons, tu lui mets. Parce que combien d'extérieurs sont suffisamment physiques, suffisamment grands, tu vois, enfin d'extérieur, ou de mecs du type. Combien il y a de Draymond Green en NBA, tu vois? Parce que si tu lui mets un pivot physique, genre costaud, je sais pas, Steven Adams? Steven Adams, exactement. Steven Adams. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait, Victor? Il passe tout le match au large. Hmm. Il passe toute sa rencontre à se dire: Ah, t'es dans la raquette. Attends, viens avec moi, viens avec moi. Viens, on va à 7 mètres là. Viens, on sort un peu vers là-bas, on va voir. Il va le prendre de vitesse tout du long. Donc tu te dis: Bah tiens, maintenant je vais lui mettre. Ah, c'est relou, je vais lui mettre. Allez, donne-moi un arrière très fort en défense. Et encore, Giro Holiday, il tiendrait le choc, mais enfin, Ouais. c'est vrai que c'est des mecs physiques, mais imaginons d'un coup, maintenant, tu lui mets Giro Holiday, tu vois. Hmm. Victor Wembanyama, qu'est-ce qu'il va faire? Ah bah attends, viens, on va à 3-4 mètres du cercle. Ou viens, maintenant, je pose des écrans. Je Hmm. pose des écrans sur mon meneur. Je fais 10 séquences de suite où je pose un écran sur Devin Vassell ou Keldon Johnson. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que dans l'idée, il est injouable. Parce que s'il arrive à mettre en application tout ça, l'intelligence de jeu là, dans le flow du match, je pense qu'il l'a. Après, il faut réussir à le faire à la vitesse d'un match NBA. C'est aussi ça, sur l'instantané, avoir ces réflexions-là, c'est ce qui est souvent difficile pour des jeunes et qui les mecs développent petit à petit ces capacités-là. Mais il y a tu vois, tous les joueurs disent, ça y est, je me suis mis dans la vie, enfin, au rythme NBA, le jeu s'est ralenti pour moi, ils disent toujours ça. Donc c'est peut-être qu'au début ça va aller un peu vite, c'est la Ouais, c'est question. sûr. Mais après, par contre, c'est c'est tellement excitant de se dire qu'il va peut-être réussir à faire tout ça, à être ce couteau suisse plus, quoi. Enfin bon, ça, on a déjà parlé plein de fois, mais là, vu que ça approche, c'est un peu plus excitant de se dire là, même sur la pré-saison, comment les mecs vont le gérer, ils vont jouer des bonnes équipes. Enfin, ouais, c'est super excitant. Ouais, on est hypé, hein, mine de rien. C'est normal. Ça y est, On parce est que hypé, quoi. tu sais, c'était pas.
c'était pas ultra concret quand on dit bon bah il joue que dans 4 mois, dans 3 mois. Puis là, il va disparaître un peu du circuit parce que bah, il fait pas la Coupe du Monde et tout ça. Enfin, là, le fait que ça approche, c'est le fameux moment de la saison où on commence à se hyper pour des mecs sur lesquels on va se déhyper 3 semaines plus tard. On va faire des hot takes qu'on n'assumera plus après. Voilà, c'est excitant. Ouais, on va passer à Malcolm Brogdon. Ouais, Brogdon qui avait donc été envoyé par Boston à Portland dans le cadre du transfert de Jrue Holiday. Malcolm Brogdon qu'on imaginait à nouveau sur le trading block, même si pour le coup on avait quand même précisé, enfin tout le monde sent que c'est pas forcément imminent. Et là, on a encore des déclarations de Brogdon qui laissent penser qu'il pourrait même y avoir une entente au final entre Brogdon et les Blazers, entre le joueur et les Blazers. Si tu as la quote ouais, exacte, je crois. ouais, j'ai ça. Il a dit ça hier à l'entraînement avec les Blazers. Il dit j'ai eu des discussions avec la direction et avec Chauncey Billups. Ils me veulent ici et moi je veux être ici. Il y a eu beaucoup d'informations trompeuses sur le fait qu'ils avaient besoin de me transférer ou que j'avais moi-même envie de partir. Là, j'essaye de tirer le maximum de cette opportunité. Mon rôle sera d'être un leader pour ce jeune groupe et j'accueille ça volontiers. Donc c'est intéressant aussi parce que bah, par ricochet, c'était devenu un peu le joueur convoité par les contenders, par les joueurs les équipes qui ont loupé Damian Lillard, qui ont loupé Jrue Holiday et Brogdon presque par défaut. Hein, c'est pas une insulte, c'est un excellent joueur de basket, mais c'était devenu un joueur convoité. Et ça m'a un peu surpris, j'avoue. Je pensais qu'il était en transit aussi avec les Blazers, même si on avait parlé de la possibilité qu'il soit un peu un mentor. Et voilà, il y a un jeune meneur, il y a Scoot Henderson qui arrive. C'est bien d'avoir un type à côté ou derrière pour lui apprendre un peu les ficelles du métier. Et ça a l'air d'être ce que veulent faire les Blazers, donc je trouve que c'est très bien. C'est peut-être que c'est encore une occasion de rager malheureusement pour des équipes comme Miami, comme Philadelphie, comme les Clippers aussi, qu'on oublie parfois un peu de mettre dans la case des équipes un peu inactives de manière suspecte. Mais oui, je trouve super intéressant pour les Blazers et pour Scoot Henderson en particulier, si ça se fait comme ça, hein, parce que on semble se diriger vers ça pour le début de la saison, mais rien ne dit qu'il n'y aura pas des offres au bout d'un moment d'équipes qui sont en besoin d'un joueur de ce profil-là et sa valeur va peut-être augmenter d'ailleurs. C'est intéressant s'il fait des bonnes choses à Portland, que tout le monde loue sa capacité à transmettre des choses à Henderson et aux autres. Non, mais c'est bien, ça me plaît bien de voir qu'il va rester à Portland. Oui, je pense que c'est temporaire. Je pense que c'est Oui, temporaire. oui, oui. Il y a moyen que dès février, il change, mais qu'effectivement, comme tu l'as dit, sa valeur, elle augmente, elle peut augmenter. De toute façon, il a déjà fait le camp d'entraînement et c'est pas un joueur assez fort pour qu'il y ait une urgence enfin, pour qu'une équipe se dise tout de suite, ah, c'est maintenant que je lâche mes assets pour machin, tu vois. Hmm. Genre, Holiday, ça a du sens. Tu Ah sais oui. tout de suite que ton équipe, elle sera différente. Lillard, j'en parle même pas. Donc là, Brogdon, ça va être un jeu de négociation et effectivement de valeur qui monte, etc. Où j'attends. Genre, ah, je suis pas dans l'urgence de devoir aller chercher Malcolm Brogdon. Tu vois, Ouais. et c'est pas une insulte envers lui, au contraire, mais je vois pas un dirigeant qui se dit, ah là, je suis dans l'urgence, je dois aller chercher Malcolm Brogdon. Non, tu vois. Par contre, en cours de saison, il y a un moment où peut-être une équipe là, effectivement, sera dans l'urgence d'aller chercher Malcolm Brogdon. Je pense que même pour Brogdon, on sait qu'il a un petit pépin de santé. Hmm. Il en a eu aussi l'an dernier. Ça peut être l'occasion de se remettre sur pied sans pression de résultat, ce qui n'aurait pas été le cas à Boston. À Boston, tu es tout de suite en mode, dès que tu vois, si l'équipe tourne pas bien au début, c'est ah ben qu'est-ce qui se passe à Boston, etc. Là, tranquille, dans un rôle a priori de remplaçant, Scoot Anderson sera titulaire. Je pense que c'était le message envoyé par les Blazers, c'était qu'ils faisaient confiance à leurs jeunes arrières, donc à Simons et Anderson. Brogdon, il va jouer un peu moins de pression sur son corps, il se remet d'appoint, il se remet en bonne santé. Il a effectivement, comme tu dis, imaginons que tout le monde loue ses qualités de mentor. À côté de ça, à un moment, bah, tu peux avoir une franchise et surtout, ça ouvre le champ des possibilités parce que peut y avoir non seulement les équipes qui jouent le titre, mais aussi celles qui se disent ah bah c'est un bon mentor, il a été un bon mentor, pourquoi ça serait pas ça maintenant son rôle en NBA. Bah tiens, si on le faisait venir chez nous, on a tel meneur, on a tel jeune meneur, on a besoin d'un mec pour l'encadrer. On va faire jouer Brogdon pendant 25 minutes et à côté de ça, il est notre meneur, surtout qu'il peut jouer deux aussi, et Oui. c'est le mentor de notre jeune meneur. Donc voilà, donc je pense que c'est tout bénef pour tout le monde, pour les Blazers et pour le joueur. Ouais, complètement d'accord.
J'avoue que je m'y attendais pas trop parce que j'avais l'impression que c'était. Bah, par ricochet, il allait être tradé tout de suite, que les Blazers pouvaient encore tirer plus du coup du trade de Lillard. Mais non, le plan me plaît bien. Il y a Michael Malone aussi qui s'est exprimé, donc allez, je l'ai Ouais. sous les yeux pour une fois, c'est moi qui ai la quote. Mm. Bon, il y a toujours cette espèce de petit, je sais pas, on comprend pas exactement ce qui se passe entre Lakers et Nuggets. On en parlait, je crois, dans le CQFR d'hier où Ouais. ça se chambre un peu, ça se Mm. pique un peu. Et donc Michael Malone qui a une réponse qui, je sais, va te plaire. Ah, il parle de nous? C'était il y a combien de temps déjà, en parlant de la série? 4 mois? Je ne peux pas parler pour les gens de Los Angeles, mais je peux parler pour les sont toujours en train de s'inquiéter à propos de nous, en tout cas de penser à nous, c'est leur problème. C'est une nouvelle saison, un nouveau challenge. Après, il rend quand même hommage aux Lakers. Il dit que c'était une série incroyable. Je sais qu'on a gagné 4-0, mais tous les matchs étaient serrés. Ça s'est joué sur un fil. Comme je l'ai dit à la fin du Game 4, on a de respect pour cette équipe. J'ai énormément de respect pour Darvin Ham en tant que coach et le boulot qu'il a abattu. Mm. Mais oui, j'écoute pas ce qu'ils disent. Je ne sais pas ce qu'ils disent. Et si on est dans leur tête, eh ben, j'imagine que c'est leur problème. Voilà, ça c'est du Michael Malone, tout craché. Très Voilà la bien. quote. Il transpire tellement. Depuis le titre et même depuis les playoffs, il transpire la confiance. Moi, j'ai Ouais, adoré direct après, il gagne le titre, il te dit on va revenir pour en gagner deux trois. Bon, ouais. ça me plaît bien ça. Mais ouais, bah, il y a une espèce de. Enfin, ça nous plaît toujours bien, les espèces de rivalités, même si elles partent d'une base qui est pas très claire. Je vois pas. Enfin, les Lakers qui seraient offusqués de la manière dont ils ont célébré, dont Michael Malone a un peu, comme tu le disais hier, titillé LeBron sur la retraite, sur tout ça. Non, mais moi ça me plaît bien, ça me plaît bien de voir ça. Je pense aussi que c'est presque nécessaire parce que Denver n'est pas une équipe ultra médiatique. Je veux dire, le franchise player, on le disait encore hier, c'est Jokic qui est voilà un franchise player particulier. C'est pas lui qui va dire ah ouais les Lakers ils pensent à nous, et ben on va les fumer. Non, tu vois, il va jamais rentrer là-dedans. Donc non, c'est très bien que Michael Malone fasse ce taf-là. Je, J'avoue, j'ai pas trop compris. C'est surtout Anthony Davis et un peu LeBron et peut-être Austin Reeves aussi. Je sais pas. Mais bon, bref, ça me plaît bien. Parce que c'est, comme on le disait hier, c'est deux équipes qui vont, à mon avis, on va retrouver assez loin en playoff et qui vont même être dans les mêmes eaux en saison régulière. Donc, moi, j'aime bien. Le personnage de Michael Malone, il, est, il était un peu froid de prime abord. Tu sentais qu'il était sur la défensive, un peu pet sec parfois. Mm. Je trouve qu'il il se détend. Et là, on va vraiment voir, je pense, si c'est un excellent coach. Hein, je veux dire, t'arrives pas là par hasard. C'est un des rares coachs que DeMarcus Cousins a pu blairer dans sa carrière. Déjà, c'est qu'il a réussi cet exploit-là, tu vois. Mais là, je pense il est sur une voie qui peut le mener encore un peu plus haut dans la hiérarchie des coachs, tu vois. S'il arrive à enchaîner avec ça, qu'il a cette personnalité qui est cool. Je crois c'était l'invité de Zach Lowe pendant l'intersaison. J'ai beaucoup aimé son passage. Pareil, très cash. Il fait pas, c'est pas forcément un discours toujours très convenu. Voilà, j'aime bien ce mec. Pareil, c'est vrai que j'aime bien aussi le gars, le personnage. Puis il transpire une espèce de sincérité en même temps. Donc, enfin, ça a l'air d'être un mec vraiment intéressant. Ouais, J'aimerais bien un long portrait sur lui, qui est un mec. Bon, c'est sans doute Zach Lowe qui finira par le faire. c'est un fils de coach, Michael Oui, Malone. Ouais. mais bon, allez, finissons par autre chose, rien à voir. Finissons par des déclarations de la femme de Jrue Holiday, Lauren Holiday, ancienne footballeuse, Ouais. qui revient du coup sur le transfert de son mari et surtout sur la manière dont ça s'est passé. En fait, là, c'est vrai que c'est une situation toujours délicate, un transfert. Bon, voilà, apparemment, Jrue Holiday, il n'a pas du tout été mis au courant Hmm. de ce deal vers Portland. Et puis, bon, après, ensuite, vers Boston, c'est différent, mais vers Portland, d'ailleurs, on sent qu'il a l'air d'en vouloir un petit peu Un petit peu. un petit peu C'est auprès des Bucks. Il y a c'est des normal. petites piques. C'est normal. Enfin, c'est normal. Il y a toujours, on sait, la NBA c'est un business. Il le dit lui-même. Il y a pas de. C'est difficile de faire dans le sentiment, mais c'est juste qu'en termes de timing, il fait une interview où il dit je veux finir à Milwaukee, j'adore ici, la communauté, la vie, blablabla. Et 48 heures après, il se fait trader. Donc c'est sûr que, enfin, même en acceptant le fait que c'est un business, t'es obligé d'être un peu refroidi. S'il y a pas eu de discussion du tout avec la direction avant, c'est sûr que ça fait un peu. Voilà. Mais moi je voulais parler de ça, de la déclat de Lauren Holiday, parce que souvent, je vois dans les commentaires,
quand on parle des trades, les gens disent ouais, bon, on va pas les plaindre parce que c'est des millionnaires. Et c'est vrai, on va évidemment pas les plaindre. Ça fait pas, ils savent dans quoi ils s'engagent. Ils savent que malheureusement, ils sont un peu à la merci des franchises. Parfois, c'est juste des contrats. Hein, c'est pas, le côté humain disparaît un peu, mais euh, je trouve que c'est important aussi de rappeler que parfois il y a le côté humain derrière et que ça peut expliquer parfois soit des contre-performances, des phases où les joueurs sont pas très bien. Et là, Lauren Holiday, donc il faut savoir aussi que Lauren Holiday a été très sérieusement malade il y a quelques années, que Ouais. ça avait impacté Giroud aussi. Hein, donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et donc sa déclaration, tout ça pour dire ça, euh, je te la lis. Mais mercredi, mon mari était en train de faire une sieste. Il s'est réveillé avec la nouvelle qu'il avait été transféré. Pas d'avertissement au préalable, pas une conversation qui aurait pu nous laisser penser que c'était ne serait-ce qu'une possibilité. Le move a été fait et maintenant on te dit d'avancer parce qu'il n'y a rien de personnel, que c'est que du business. Dit je ne partage pas ça parce on a droit à un traitement particulier. Je partage juste ça parce que les gens ont besoin de savoir que euh, les joueurs ont des enfants qui développent des amitiés avec d'autres enfants. Nous, on est des familles qui s'intègrent dans une communauté, on crée des amitiés. On vient pas dans une ville juste pour jouer. Il y a des joueurs qui ont cette approche-là, hein, mais Ouais. voilà, il a dit on vient pas juste là pour jouer, on donne aussi de nous à la ville. Parce que c'est vrai, enfin, c'est pas ce dont on parle le plus, mais les fameuses opérations auprès de la communauté, ils vont voir des gens, ils sont avec des associations, enfin, c'est un truc réel. Hein. Il y a des joueurs qui s'impliquent plus que d'autres et Joro Holiday en fait partie. Et donc elle dit oui, c'est plus que du business. On n'est pas offensé par ça, mais on est juste des gens, des humains, et on a des relations et des rêves qui sont liés à l'endroit dans lequel on joue. Et donc là, elle conclut juste en disant qu'au moment où elle écrit ça, c'est un peu une sorte de deuil de la vie qu'ils ont à Milwaukee et des relations qu'ils ont créées là-bas. Voilà. Et j'aime bien tout son message. Là, c'est qu'un extrait, mais son message, je trouve, est assez bien et il permet de rappeler que oui, il y a ces considérations-là. Je pense que je me dis toujours, il faut se mettre à la place des gens. Ce sont des millionnaires qui ont des vies fabuleuses. Mais si on se projette, c'est aussi des gens qui peuvent, en un claquement de doigts, imaginez-vous à la place, vous avez un taf, vous êtes super bien, il y a la famille, vos enfants, si vous avez des enfants, vous savez que c'est dur, ne serait-ce que de déménager, en fait. Parfois, tu dois prendre une décision, bah mince, il ou elle va perdre tous ses amis, toi, Ouais. tu vas perdre tes relations. Enfin, bah, je veux dire, je te parle à toi, t'es bien placé pour les déménagements quand même, tu vois. Donc, Ouais. bon, t'es pas millionnaire, mais t'es bien placé pour les déménagements. Je Et, choisis de travailler à Rivers voilà. plutôt qu'au Milwaukee Bucks. Voilà, c'est ça. Et donc, bah, voilà, les gens qui connaissent les nombreux déménagements, qui ont des familles et tout, bah, savent que c'est difficile et que même quand tu as beaucoup d'argent, bah, c'est une partie, c'est un paramètre de ton bonheur d'être connecté à une ville, à un endroit. Donc voilà, je voulais juste parler un peu de ça parce que je trouvais ça intéressant. Bah, t'as raison. Mais c'est vrai que c'est des situations jamais faciles et je trouve que ces mots, les mots de Lauren Holiday sont très justes, quoi. C'est, ça doit être des moments très particuliers quand d'un coup tout est arraché. Après, sur le côté, sur le fait qu'il n'ait pas été prévenu, j'ai vu notre confrère Pascal Gibernet souligner à juste titre bah voilà, le fait que dans le cadre de l'échange de Lillard, effectivement, les Blazers ont tout fait pour qu'il y ait le moins d'infos qui filtrent, et Ouais. c'était le but. Mais oui, la NBA est un univers qui peut être injuste et ouais, presque cruel. Le mot est trop fort parce que bon, ça reste du basket mais voilà, c'est des moments pas faciles, Bah ouais, c'est mais clair. quand t'as des joueurs qui ont une santé mentale qui est plus peut-être fragile que d'autres, je pense à DeRozan quand il avait été tradé de Toronto, tu vois. C'est pareil, on va pas plaindre DeRozan sur le papier. Je veux dire, il est transféré dans une autre équipe. Bon, il va vivre au Texas tout en gagnant, je sais pas, 30 millions de dollars par an. Enfin, évidemment que c'est pas à plaindre, mais quand t'as des gens qui sont déjà un peu sur la brèche, bah Ouais, ça les plonge, ça rend la situation plus compliquée et l'argent fait pas tout, quoi. Mais voilà, c'est clair. petit point là-dessus. Yes, bon, on va terminer là-dessus. Ouais, C'est une très bonne note de fin. Et on va se retrouver demain pour un nouveau CQFR. Aujourd'hui, jeudi, donc sur la chaîne, on trouvera le replay de la late session ouais. avec une phase légendaire de Benjamin Moubèche sur le ping-pong. Donc voilà, À la toute fin. à toute fin, si vous voulez pas vous manger l'heure et demie précédente. Voilà, donc ça c'est pour aujourd'hui sur la chaîne Basket Session. Et demain, on se retrouvera évidemment pour un nouveau CQFR.
Yes. Et n'hésitez pas à passer sur basketsession.com à tout hasard, hein. Si vous êtes mordu de basket, que vous avez besoin de scroller sur votre téléphone et de regarder souvent des news, n'hésitez pas, il y en a sur le site. Voilà. Bonne journée à tous. Yes. Bonne journée. Ciao.